avons Monsieur Eugène Ebodé, invité de la... Il est écrivain d'origine camerounaise, journaliste, administrateur de la chaire des littératures et des arts africains, résident à Rabat. Donc nous avons ici de dignes représentants, de grandes plumes, de grands écrivains, et on était très contents. Donc Monsieur Abdoulaye, écrivain marocain, Monsieur Ansela, qui est écrivain congolais, et Monsieur Herman Kenza, qui est écrivain camerounais, Monsieur Eugène Ebodé, qui est écrivain camerounais et marocain depuis peu, et Monsieur Eric Jouel-Décalé, qui est écrivain gabonais. Donc nous sommes ici, en fait, c'est un panel panafricain qui représente bien la littérature africaine, donc contemporaine. Donc, pour commencer, moi j'aimerais bien, parce que le thème c'est la littérature africaine contemporaine, qu'est-ce qu'on entend par la littérature africaine? C'est en fait déjà la définition de cette expression de littérature africaine. Qu'est-ce que la littérature africaine? C'est la littérature écrite à l'étranger, c'est la littérature écrite par des jeunes, c'est le patrimoine classique. C'est quoi la littérature africaine? C'est lié à un pays en particulier, je sais pas, la littérature gabonaise qui est éditée au Gabon, ou alors écrivain gabonais édité à Paris. Enfin, c'est toutes ces questions-là. Si vous avez, je peux laisser la parole à Eugène Ebodé, si vous voulez commencer. Vous allez nous écouter. Merci Madame l'éditrice, Dr Rabia Marouche, pour votre excellente question. Je remercie Monsieur l'ambassadeur du Gabon au Maroc et Madame l'ambassadrice de nous accueillir dans ce lieu qui représente bien entendu votre pays, mais qui est aussi un foyer de tout ce qui relie et tout ce qui illumine. Vous avez commencé dans votre propos par nous dire, au fond, faire appel aux âmes nues. Il se trouve que moi, j'ai publié récemment un livre pour habiller le ciel. Donc nous sommes un peu en symphonie entre la nudité et la nécessité de vêtir les corps, mais aussi un certain nombre d'esprits, les vêtir de quoi? De la littérature dite africaine. L'étiquette ici n'est pas inutile. La littérature africaine, dirais-je, en empruntant cette fois la réponse à Léopold Sédar Senghor, qui scandait lui aussi une forme de nudité, celle des femmes. Femmes nues, soit dont la couleur est vive, soit dont la forme est beauté. Et cette tension de la beauté est souvent ce qui est mis de côté lorsqu'on évoque l'Afrique. En gros, son esthétique, en gros, sa manière de voir le monde, sa manière aussi de faire sa proposition esthétique. Et l'esthétique africaine s'appuie sur quoi? Sur sa diversité, sa mosaïque culturelle, qui du nord au sud et de l'est à l'ouest porte sur un certain nombre de variables. L'une de ces variables, me semble-t-il, c'est l'esprit des ancêtres, c'est-à-dire que c'est une littérature qui convoque souvent, plus que les autres, l'invisible. Et pourquoi convoque-t-elle l'invisible? Parce qu'elle est enracinée dans cette double aspiration. Il n'y a pas simplement les choses que l'on voit, il y a aussi celles que l'on ne voit pas, mais qui sont présentes. Et cette dimension-là me paraît être très intéressante dans la littérature africaine, qui se sont transportées à l'extérieur, plus qu'on ne le dit souvent. Et quand on interroge la littérature sud-américaine
on s'aperçoit que des auteurs brillants comme Garcia Marquez ont fait de la littérature africaine, mais sans le dire. Et donc, il me semble que parler de littérature africaine, c'est à la fois convoquer les littérateurs nés en Afrique et souvent aussi ceux qui, par les mouvements de la migration, se sont retrouvés dans le prolongement du continent africain qui est assez exceptionnel. Ce prolongement, c'est sa diaspora. Et donc, cette diaspora, elle fait une littérature qui s'inspire aussi des désastres, qui s'inspire aussi des traumatismes, qui s'inspire aussi de ce qui peut à la fois être un horizon africain que, à l'Académie du Royaume du Maroc à laquelle j'appartiens, il y a un homme qui scande cette africanité, c'est le professeur Abdeljalil Lajambri, qui, en retournant le gant, en essayant de combattre les images réductrices, les images négatives qui sont accolées à l'Afrique, fait aussi acte de littérateur africain. Voilà, cette petite introduction faite, je laisse la parole à qui la veut. J'en tiens l'idée de la pluralité, de la diversité, de la richesse, et puis en fait l'idée aussi de parler des littératures africaines, Les souches multiples. et de mettre au pluriel les souches, à la fois la spiritualité, les langues. On a parlé du français, de l'anglais, du portugais, de l'espagnol, mais aussi les langues africaines. Je pense qu'il y a aussi une production qui se fait de langues africaines. Et puis ce qui est aussi particulier, je pense, dans le patrimoine littéraire africain, c'est aussi toute la littérature orale. C'est un énorme patrimoine qui n'est pas toujours valorisé et qui transmet notamment par les vidéos. Et cette littérature, dans l'NGB, appelle parfois oralité libre. Donc c'est aussi un énorme Nous sommes allés de l'oral à l'écrit. Si je prends l'exemple du fait. Parce que, comme vous dites, j'écris en français parce que c'est ma langue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, les statistiques le disent. 80% des locuteurs français, donc c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui le dit, sont en Afrique. Donc le français est une langue africaine. Donc on peut écrire tout à fait dans la langue qu'on maîtrise, qu'on a envie Est-ce pour leur bonheur? Ah, ça ce n'est pas... Je pense qu'on peut se poser d'autres questions. Oui. Donc voilà, je pense que c'est vraiment passionnant, on ne peut pas épuiser le sujet. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu, parce qu'on parle là de la littérature comme idée, comme concept, comme définition, mais qu'on parle aussi de vos productions littéraires respectives. Et j'aimerais bien commencer par M. Éric Jouel-Décalé, par exemple. Vous êtes un écrivain prolifique, vous avez écrit énormément, je pense une trentaine de livres, à la fois de la poésie, des essais et des romans, surtout vous êtes romancier, vous êtes dans tous les champs. Je cite notamment Libreville, mon amour, qui est une déclaration d'amour à la ville de Libreville. On y trouve en fait la topographie de la ville, les bars, les ambiances, les paradoxes, et là-dedans c'est riche et c'est passionnant. Vous avez écrit de la poésie sur les traces de mon père, donc je vous invite à découvrir tous ces livres, la légende. Son père qui aimait beaucoup faire la fête. Il en a hérité un peu. Beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi un livre pour la mère. Vive le sang de ma mère. Voilà, le sang de ma mère. Et la légende de Niamoto, c'est un roman. Là, il y a beaucoup d'invisibles, hein, et même beaucoup de femmes parfois répudiées. C'est fortement inspiré d'une veine. Et quelques scènes rapidées. On va pas tout dévoiler. Hein. On va pas tout dévoiler. Et j'aimerais, pour terminer, parler du dernier né. Donc, il est tout neuf, il vient d'arriver. C'est le coup d'éclat. Hein, il est même encore emballé dans son... Il est encore emballé. Hein, moi, je le découvre en même temps que vous. Hein,
si j'ai participé C'est à l'édition de ce livre. Donc il a été édité dans la collection Sembora que j'ai créée en maison d'édition La Croisée de Chemin à Casablanca. Donc on parlait de qu'est-ce qu'on fait pour que la littérature subsaharienne existe que la littérature maghrébine aussi, circule, existe dans l'Afrique subsaharienne. Eh bien, c'était l'idée de cette collection Sembora, c'était de publier des écrivains, de base francophone, marocains, mais pas que, tous en fait l'Afrique francophone. Et on a fait plusieurs livres, dont celui de Michel Calais, Le Coup d'éclat, très beau roman, magnifique. Conseille de le lire. Donc vous allez me dire de quoi parlez-vous dans ce livre, Le Coup d'éclat, le titre intrigant. Et sans Madame la modératrice, merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avons été heureux. Nous souhaitons l'être à nouveau. Nous vous soutenons. Nous espérons que le chemin que vous avez ouvert. J'ai failli dire à 1000%, mais comme il n'est pas candidat. Il est candidat à la réalisation de ses projets. Et nous le soutenons à 1000%, à 2000. Applaudissements à monsieur l'ambassadeur. Alors, cher docteur Silbert, attentif à la transmission, attentif à ce que la circulation des livres, puisque c'était le thème, les collègues ont répondu et j'approuve tout ce qu'ils ont dit. Vous avez donné l'exemple en commandant des livres, en faisant en sorte que cette rencontre se passe autour des livres sans autodafé, sans critique contre ces livres, plutôt leur promotion. Merci beaucoup. Et je sais que l'autre question, qui est qu'est-ce qui se passe après la négritude, je dirais d'un mot, l'africanitude. Et cette africanitude, c'est notre capacité à nous souder autour d'un objectif commun, qui soit un objectif continental. À l'Académie du Royaume du Maroc, il y a deux éléments qui font de la chaire de littérature et des arts africains. Le décloisonnement et puis la circulation. Vous avez réalisé ici ce que nous mettons en œuvre. Le décloisonnement, c'est toute l'Afrique qui est réunie, et la circulation, c'est celle des livres, des idées. Et merci beaucoup, je finirai pour vous remercier par une chanson de maman. Metilois, et Metilois veut dire je t'écris, et c'est maman qui t'écrit pour te dire Metiloando, Amanga Yangoli Wono, Metiloando, Metiloando, Metiloande, Mama, Metiloanda Moamo, Ade, Metiloa Esiewamo, Ade, Metiloa Mayawamo, Ade, Young Mawudan Soji, Zometimako, Mele Young Mawudi, Kungwal, Zometimako, Young Mawudi, Zometimako, Metiloando, merci. Que vous soyez dans le récit, dans la nouvelle, dans la philosophie, qui est l'art à la fois de s'interroger, d'interroger les autres, et surtout essayer de se connaître soi-même. J'ai beaucoup aimé l'allusion à David Hume, mais surtout à Nietzsche, à Friedrich Nietzsche. Il a dans Ainsi parlait Zarathustra un propos qui nous intéresse ici, parce que nous sommes sous la protection de l'État. L'État gabonais, que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui est le haut représentant, c'est-à-dire l'un des ambassadeurs qui ont les rangs les plus élevés. Je pense qu'il y en a deux au Gabon. Il y en a Paris et Rabat. Et ici, quand je convoque Nietzsche, qui dit, dans une définition de l'État, l'État est le plus froid des monstres froids et qui ment froidement. Voici un mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple.
Ce que vous avez dit, Son Excellence, au nom de l'État, nous vous croyons et nous savons que vous allez le mettre en application parce que vous avez passé du temps avec nous, sereinement, avec beaucoup de sourires, pas seulement vous, mademoiselle, mais nous savons que c'était aussi pour nous soutenir. Et nos encouragements les plus fervents, les plus sincères, pour que votre tâche soit aboutie et pour que la mission de transmission, de circulation des livres et de la pensée soit constamment enrichie ici avec vos partenaires, puisqu'on n'est pas seulement dans le bilatéralisme entre le Gabon et le Maroc, nous sommes aussi dans le multilatéral, une affaire qui vous intéresse beaucoup. Et là aussi, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans toutes les aventures que vous voulez conduire, que ce soit sur le plan économique. On a vu que vous avez déjà un partenaire chinois qui est presque à la... qui n'est pas là, qui est dedans. Vous avez aussi des partenaires culturels qui, eux, seront vos plus fidèles soldats. Merci beaucoup. La responsabilité qui repose aussi sur les épaules de l'éditeur, parce que c'est un chef d'entreprise et parce qu'il prend beaucoup de risques pour en fait créer une maison d'édition et essayer de vivre, de survivre avec cette maison d'édition dans un espace où le marché du livre n'est pas structuré, où l'industrie culturelle n'est pas encore bien développée. Et en fait, on a énormément de problèmes sur la chaîne du livre. C'est-à-dire que l'éditeur, il édite le livre, il fait son travail d'éditeur, mais par la suite, il y a le diffuseur, il y a le distributeur, et au bout, il y a les libraires. Et les librairies, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de librairies, il y a des pays où on n'a pas du tout. Par exemple, je pense au Grand Lac avec qui j'avais travaillé, il y a très peu de librairies. Et ensuite, il y a le lecteur qui doit acheter le livre. Et à la fin de l'année, on fait les comptes et on voit ce qu'on a vendu et puis on va combler d'abord par rapport à la maison d'édition toutes les dépenses qu'on a engagées et ensuite payer évidemment les auteurs. Mais malheureusement, on n'a pas cette chaîne du livre et elle n'est pas performante. Elle n'est pas performante au niveau de chaque pays déjà. Je veux dire, par rapport au Maroc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et au niveau continental, n'en parlons pas. Parce que quand je fais des livres à Rabat au Maroc, et ben pour les distribuer à côté, là, en Afrique de l'Ouest, c'est la galère. Les questions douanières, les monnaies, il y a 54 États, il y a 54 monnaies, donc certaines ne sont pas convertibles. D'accord ? Les transports, voilà. Donc c'est très très compliqué. Très compliqué aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas structuré ce marché du livre, et je pense que ce n'est pas des initiatives privées, des initiatives individuelles qui vont régler le problème, c'est un problème structurel et qui doit être en fait pris en charge par les États, par les institutions étatiques et continentales et régionales pour structurer ce marché du livre. Sinon, on peut se débattre tous, chacun à sa façon, et on essaye d'avoir une production, d'avoir des livres, d'avoir des auteurs, tant bien que mal. Mais on n'aura pas cette industrie du livre performante, comme on en voit dans d'autres continents, dans d'autres pays. Tant que les États n'ont pas en fait compris l'importance d'investir dans la culture. La culture, ça rapporte aussi. Je parle d'économie, là, je ne parle pas de symboles. Ça rapporte. C'est un champ qu'il faut investir. Et donc, nous, on fait ce qu'on peut. Je peux dire à la Centrafrique que nous avons réalisé un livre, Qu'est-ce que l'Afrique? Et l'éditrice est devant vous. Et dans Qu'est-ce que l'Afrique, nous avons enregistré la signature de Martin Ziguélé, que vous devez connaître, l'ancien Premier ministre. Donc vous voyez que la Centrafrique contribue à la réflexion, à la pensée. Et il me semble que le titre de son texte était sur un tapis roulant où il abordait les questions économiques et macroéconomiques. C'est un don, et une pour les écoles. C'est un don parce qu'en écoutant tout à l'heure, quand tu décrivais ton livre, la paradigmativité, tu as parlé d'idiosyncrasie. Et après, quand tu parles de ton livre sur florissage, tu parles de, je te cite, je pense qu'il faut porter les autres. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans les deux pensées? C'est-à-dire,
biosynchrasies, c'est carrément le caractère personnel, individuel. Et de l'autre côté, tu nous parles qu'il faut porter les autres. Bon, j'aimerais avoir des éclaircissements, si peut-être j'ai mal compris. Ma deuxième question, c'est pour les icônes. J'ai dans la salle un jeune écrivain qui était venu me voir et qui fait des yeux d'enfant. Et qui posait la question de savoir qu'il avait un manuscrit qui parlait du verbe carcéral, mais qu'il hésitait à le faire publier parce que ça peut porter préjudice plus tard dans le déroulé de sa carrière. Parce qu'imagine, je suis juge et puis j'ai écrit sur un prisonnier qui a eu des problèmes, et puis voilà, quelqu'un va sortir le livre en croyant que j'ai été influencé par mes pensées il y a 20 ans. Moi je lui ai dit lance-toi, mais puisque la personne est là, j'aimerais avoir votre point de vue, le conseil que vous pouvez lui donner. Donc voici mes deux...